Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info pour cette édition de milieu de semaine. Les pratiques artistiques transforment-elles le monde? Revient-il à l'État de décider de ce qui est juste? Pour y répondre, vous avez 4 heures. En tout cas, c'est le temps qu'avaient les bacheliers ce matin pour l'épreuve de philosophie. Et nous leur avons demandé à la sortie comment ça s'était passé pour eux. Vous le savez, nous célébrons cette année le centenaire de la disparition du prince Albert Ier. Et bien, à cette occasion, le souverain s'est rendu en plein cœur des Pyrénées afin d'inaugurer une exposition consacrée à son trisaïeul à Bagnères de Luchon. Le sélectionneur de l'équipe de France de rugby, Fabien Galtier, est en ce moment à Monaco pour préparer non pas l'équipe de France, mais les Barbarians britanniques à un match dimanche à Twickenham face aux 15 de la Rose. Si vous ne connaissez pas les Barbarians britanniques et leur philosophie, restez avec nous, vous en saurez plus sur cette tradition de l'Ovalie. Nous serons également avec Charles Olivon, le capitaine toulonnais qui fait aussi partie de cette équipe. Ce jeudi, nous célébrerons la fête Dieu, une journée traditionnellement fériée à Monaco. Que célèbre-t-on et pour quelles raisons? Les explications avec Monseigneur David. Et enfin, vous le verrez, la médiathèque de Monaco ainsi que celle de la région, partenaire avec la Fondation Prince Pierre, découvriront les 5 livres sélectionnés pour la bourse de la découverte. Plus de 500 000 élèves de terminale ont passé aujourd'hui la redoutable épreuve de philosophie du baccalauréat. Nous sommes allés au lycée Albert Ier pour recueillir les témoignages des lycéens qui avaient à plancher pendant 4 heures sur des sujets portant sur la justice, l'État, les sciences ou bien encore l'art, entre soulagement, satisfaction et quelques doutes. Voici leurs témoignages recueillis par Patricia Navarro et Lionel Bernardi. Ça va plutôt bien, j'étais un peu stressée, je pense, un peu comme tout le monde. Mais finalement, le sujet il me plaisait, c'est tombé sur l'art. J'étais inspirée, du coup j'ai beaucoup écrit dessus et ça va, je pense que j'aurai une note qui reflètera plutôt bien mon travail. Moi j'ai pris le sujet 2, c'était est-ce que c'est l'État qui peut décider de ce qui est juste? Ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire, je suis content. C'est l'épreuve que j'appréhendais le plus. Et comment ça s'est passé? Plutôt bien, justice c'était une notion que je maîtrisais. J'ai pas mal révisé en vrai pour l'épreuve de philo. Je suis tombé sur le sujet du coup que j'avais prédit, du coup je suis très content, c'était sur la justice. Du coup après bon, on verra bien comment ça se passe, mais normalement ça devrait aller je pense, enfin on espère. Au début j'étais pas très confiant mais ensuite c'est plutôt bien passé. J'ai réussi à répondre à toutes les questions et c'était nickel. Gabriella, est-ce que tu redoutais l'épreuve de philosophie? Oui, beaucoup. Et alors quel sujet as-tu choisi? Le commentaire de texte, parce que c'était celui qui me convenait le plus. Et il portait sur quelle thématique? Sur la vérité. C'était l'épreuve où j'étais un peu le moins confiante, mais c'est pas trop mal passé. J'ai choisi le premier sujet, donc est-ce que l'art il peut modifier le monde? Mais ouais, je sais pas, j'espère en tout cas l'avoir bien passé, j'espère, on verra à la note. On a un peu peur du hors-sujet, mais sinon ça va. Après la philo, les lycéens passeront l'épreuve du grand oral entre le 20 juin et le 1er juillet et les résultats du bac seront publiés le 5 juillet. Dans le cadre des commémorations Albert Ier, le souverain s'est rendu en plein cœur des Pyrénées afin d'inaugurer une exposition à Bagnères de Luchon. Cette dernière révèle l'œuvre ultime, bien qu'inachevée du combat du prince Albert Ier. Vanessa Dessy et Alexandra Marangoni sont sur place. À seulement 1h30 de Toulouse, au pied des plus hauts sommets des Pyrénées, Bagnères de Luchon présente un environnement idéal pour tous les passionnés de la nature. Bagnères de Luchon était déjà réputée pour ses eaux chaudes naturelles à l'époque gallo-romaine. C'est véritablement au XIIIe siècle que la ville prend son essor. Elle est fréquentée par des personnages illustres tels que le prince Albert Ier. Et c'est sur les pas de son trisaïeul que le souverain a souhaité marcher à l'occasion d'une visite officielle dans la région, ponctuée par de nombreux moments de partage et d'histoire. La famille princière vient en particulier depuis le prince Albert Ier, depuis 1860 à peu près, à Luchon. La dernière visite, je crois que c'était le prince régnier dans les années 30-40. Et depuis, plus personne. Donc voilà, je suis très heureux de renouer 80 ans après avec le prince Albert II. De ce lien si fort entre la principauté et Luchon est née une exposition qui révèle l'œuvre ultime du prince savant, sa conservation et sa mise en valeur du patrimoine naturel des Pyrénées. Vous constaterez en circulant qu'on a voulu en fin de compte que ce soit le prince Albert Ier lui-même qui nous conduise. C'est-à-dire que ces photos sont accompagnées, non, bien sûr on le replace dans le contexte et on voit, mais c'est lui, à chaque photo il y a
des phrases du prince Albert Ier, un peu comme si vous prenez par la main et qu'en fin de compte, ils nous disent voilà ce qui s'est passé là. Des objets, des images, vous entendez aussi quelques sons de la montagne quand on se lève en montagne, cette volonté aussi d'avoir une perception aussi auditive, en quelque sorte, de ce que pouvait avoir ressenti Albert Ier. Et à l'occasion de ce déplacement dans les Pyrénées, après ce bel accueil, un mémorandum avec la Fondation Prince Albert II a été signé. Un premier point info avec Christine Datomel. Monaco co-préside une réunion sur l'observation de l'océan à l'ONU. Bonsoir Fabien, bonsoir à tous. Effectivement, Isabelle Picot, ambassadeur représentant permanent de Monaco auprès de l'ONU à New York, a participé à la 22e réunion du processus consultatif sur les océans et le droit de la mer. Le thème cette année était l'observation de l'océan. Les experts ont ainsi pu démontrer que l'innovation et les avancées technologiques permettent d'avoir des connaissances accrues de l'état de l'océan, de ses ressources et du milieu marin dans son ensemble. Néanmoins, il ressort des discussions qu'une meilleure compréhension des processus liés à l'acquisition et au partage de données, une coopération renforcée et un soutien sur le long terme sont nécessaires pour que les décisions politiques soient pleinement fondées sur les études scientifiques. À noter un rendez-vous important dans vos agendas, un événement toujours en faveur des océans. Nager pour les baleines, c'est ce que propose cet événement qui se tiendra ce dimanche à Menton. Les baleines ayant une importance vitale pour nos écosystèmes et pour notre survie, les excréments de ces mammifères nourrissant le phytoplancton, qui est la base de toute la vie marine et qui fournit jusqu'à 85% de notre oxygène. Le nettoyage des plages est donc essentiel. Le rendez-vous est donné donc dimanche à 10h sur la plage Rondelli à Menton pour entendre parler du rôle de la baleine pour l'humanité, pour nager ou encore pour boire un verre ou tout simplement pour nettoyer la plage. La mairie de Monaco se mobilise contre le gaspillage alimentaire. Effectivement, depuis plusieurs années, la mairie de Monaco s'est engagée pour lutter contre le gaspillage alimentaire et a donc à cœur de sensibiliser la population. Une conférence de sensibilisation a donc été donnée dans la halle du marché de la Condamine. L'objectif, sensibiliser les maraîchers, les commerçants des deux marchés de la Principauté à cette problématique qui nous touche tous et leur donner des astuces pour limiter les déchets. Parlons rugby avec une actualité chargée cette fin de semaine. Pour commencer, la demi-finale du top 14 qui opposera Castres face à Toulouse à l'Alliance Riviera vendredi avec dans l'équipe de Castres le local Antoine Zegdar. Nous y reviendrons dans une prochaine édition. Et puis autre actualité, l'équipe des Barbarians s'entraîne en ce moment à Monaco pour préparer un match contre l'équipe d'Angleterre ce dimanche à Twickenham. Et nous sommes pour nous expliquer cela avec un grand nom du monde de l'Ovalie, Fabien Galtier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à Monaco pour coacher l'équipe des Barbarians britanniques. Alors je vous connaissais évidemment comme sélectionneur de l'équipe de France, mais pas de cette équipe des Barbarians. Qu'est-ce que cette équipe? Parce que ça s'appelle les Barbarians britanniques, mais ce sont essentiellement des joueurs français qui font partie de cette équipe. Pour les non-initiés, c'est assez surprenant. Il faut expliquer que les Barbarians britanniques, c'est d'abord une équipe qui a été inventée en 1890, créée en 1890 par un Anglais du côté de Bradford pour occuper les intersaisons. C'est une équipe en fait qui est une équipe de tournée d'été et qui n'a pas de club, qui n'a pas de stade, qui n'a pas de clubhouse, qui n'a pas de vestiaire, qui est toujours en déplacement. Qui a juste ses chaussettes en fait. Voilà, et même pas, parce qu'il y a une chaussette du club du joueur plus la chaussette des Barbarians. La couleur c'est le noir et le blanc. Et c'est une équipe qui est construite par les propriétaires des Barbarians sur invitation. Donc nous avons été invités à la fin du tour de destination à coacher l'équipe des Barbarians. À la demande des Barbarians, j'ai proposé une idée qui était de coacher des Barbarians britanniques à majorité français. Ça fait pas trop mal pour un Français de faire partie des Barbarians britanniques? Non, c'est un honneur. Donc il y a 19 Français pour 5 Britanniques. Et quel est l'objectif au final? Parce que vous allez jouer contre l'équipe d'Angleterre à Twickenham ce dimanche, c'est bien ça? C'est ça. L'objectif pour nous, c'est d'abord honorer cette invitation, prendre du plaisir parce qu'il y a toujours pas de pression. Les Barbarians, c'est assez fun et c'est assez symbolique. C'est très honorable pour nous et surtout ça nous prépare à la fin de saison. C'est-à-dire qu'après le match face aux Barbarians, avec les Barbarians britanniques face à l'Angleterre, lundi on rentre à Paris, on sélectionne 42 Français et on part au Japon
pour jouer 2 test matchs à Tokyo, le 2 et le 9 juillet. Oui, c'est un vrai intérêt pour le sélectionneur en fait. Il y a ce côté, la philosophie des Babas qui est comme vous l'avez dit, un honneur d'en faire partie, mais c'est pour le sélectionneur très important aussi. Nous, ça nous permet de gagner du temps, d'avoir une semaine de préparation en plus, et puis il y a 19 Français qui vont profiter de cette expérience rare. Et puis jouer face à l'Angleterre, c'est un bon baromètre. Et en règle générale, parce que là je vois par exemple que vous avez sélectionné Charles Olivon qui se remettait d'une blessure, ce sont des joueurs qui devraient intégrer l'équipe de France ? C'est au conditionnel, hein. Il y a 19 joueurs, on va en appeler 42 le dimanche, après les demi-finales qui se jouent à Nice, et il y aura sûrement une grande partie des joueurs ici présents qui partiront au Japon. Vous avez utilisé donc les terrains aussi de Monaco. Pourquoi Monaco ? Qu'est-ce qui vous a intéressé au point de vouloir venir ici ? C'est les Barbarians britanniques qui ont dealé avec la Fondation Princesse Charlène de Monaco et qui ont décidé de passer les 4 premiers jours ici. Et pour finir, quel type d'entraînement vous proposez là ces jours-ci ? En fait, on teste notre nouvelle version qui sera japonaise. Donc, on s'est mis en mode préparation de match international, test match. Donc, en fait, c'est notre version 7e compétition et on prépare la version 7. En fait, là, on s'entraîne à entraîner les Barbarians. Donc, un entraînement sur Monaco avec de grands noms du monde du rugby pour préparer les Barbarians britanniques et affronter le 15 de la Rose ce dimanche. Fabien Galtier, merci. Merci à vous. Vous en savez plus si ça n'était pas déjà le cas concernant cette sélection des Barbarians britanniques. Alexandra Pagny a pu rencontrer le capitaine de l'équipe, le Toulonnais Charles Olivon, au retour de l'un de leurs entraînements. Qui sont ces Barbarians et quelle est leur vision du rugby ? Reportage. Sur le terrain du stade Didier Deschamps, les hommes en noir et blanc sont aux ordres de leur coach Fabien Galtier. Clarté pour s'oxygéner, échange sans trop d'intensité pour ces premiers jours, quelques tactiques et surtout la recherche d'une cohésion. Ce premier stage en principauté va leur permettre de trouver un véritable esprit d'équipe avant la rencontre de dimanche. Mais les Barbarians, c'est avant tout un retour aux sources du véritable rugby. Le rugby, c'est simple, c'est une bande de copains qui se retrouvent sur un terrain et qui se défendent les uns pour les autres. Donc voilà, les valeurs, c'est l'amitié et la convivialité, parce que s'il n'y a pas ce lien-là, une fois sur le terrain, c'est difficile de s'envoyer pour le copain d'à côté. Donc c'est un peu le retour aux bases, on va dire. Donc c'est beaucoup de cohésion. C'est passer des bons moments ensemble, se découvrir aussi parce qu'il y a des joueurs d'horizons différents. Donc c'est se nourrir aussi de cultures différentes pour se retrouver au sein d'une même équipe sous un seul maillot. Et voilà, ça nous permet de passer un début de semaine exceptionnel comme on le passe ici. Passer des bons moments pour créer des liens et s'en servir pour le week-end. Lors de ce stage de préparation à Monaco, ils ont pu organiser une opposition avec l'équipe de France des moins de 20 ans à Nice. Sur les 24 joueurs sélectionnés, 19 sont français ou évoluant en top 14. Un choix de Fabien Galtier qui facilitera la cohésion d'équipe. Il y a pas mal de Français, donc même si on vient de clubs différents, on se connaît plus ou moins. Mais en faisant des semaines comme ça, on se connaît beaucoup plus d'un coup. Rapidement, on se connaît beaucoup plus. Donc voilà, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une expérience exceptionnelle que j'avais jamais fait. Et honnêtement, on a de la chance d'être ici, de passer le camp ici. Et c'est pas fini parce qu'on part demain à Londres. Donc voilà, c'est aussi de la découverte pour nous, moi le premier. Et c'était beaucoup d'excitation avant de venir. Et voilà, on est privilégié de faire partie de ce groupe-là. Et lors de la rencontre de dimanche, à Twickenham, ouvrez bien les yeux car les joueurs des Barbarians britanniques arboreront le logo de la Fondation Princesse Charlène de Monaco sur leurs manches. Amitié, convivialité sont les maîtres mots des Barbarians, auxquels on peut ajouter également la générosité. On rappelle que les Barbarians britanniques affronteront l'Angleterre dimanche à Twickenham. Le reste de l'actualité en bref, c'est le grand retour de la Splash Party. Oui Fabien, après l'annulation des 2 éditions précédentes suite à la situation sanitaire, la Splash Party est revenue enfin aujourd'hui au stade nautique Régnier 3 pour le plus grand bonheur des ados. Afin de marquer la fin de l'année scolaire et le début des vacances d'été, cette 5e édition était destinée aux jeunes de 12 à 17 ans. Tout l'après-midi, les ados ont pu profiter de la piscine, de son toboggan et de ses plongeoires, mais également de structures gonflables géantes
Le tout dans une ambiance musicale avec DJ. La JCE s'intéresse au mental des sportifs. En collaboration avec Peace and Sport, la Jeune Chambre économique de Monaco organise la première conférence partage d'expériences sur le thème Au-delà du sport, entrer dans l'esprit d'un champion. À cette occasion, Marlène Arnois, médaillée aux Jeux Olympiques, double championne d'Europe de taekwondo, Jean-Jérôme Perrin-Mortier, entraîneur sportif d'élite, et Pierre Frola, apnéiste monégasque, détenteur de 4 records du monde en apnée, reviendront sur les moments marquants de leur carrière, sur leur état d'esprit et sur leur engagement en faveur de la paix par le sport. Il vous donne donc rendez-vous le jeudi 23 juin à 18h au Novotel. Le diocèse propose une journée provinciale des familles. Après l'appel du pape François dans le cadre de la 10e rencontre mondiale des familles, les évêques des diocèses d'Aix-Arles, d'Ajaccio, d'Avignon, de Digne, de Fréjus et de Toulon, ainsi que de Gap-en-Brun, de Marseille, de Nice et de Monaco bien sûr, invitent tous les fidèles à une journée commune de pèlerinage. Pour le diocèse de Monaco, l'organisation a été confiée au service de la famille et au chanoine Joseph Diléo. Monseigneur Dominique Marie-David accompagnera les fidèles lors de cette journée. Le rendez-vous est fixé au samedi 25 juin au sanctuaire de Cotignac dans le Var. Au programme, catéchèse, partage, pique-nique, messe, marche, atelier et jeux. Mais avant cela, demain est un jour férié, notamment dans la fonction publique et dans les écoles. Nous célébrons tout simplement la fête Dieu. On connaît bien la symbolique de Noël ou de Pâques, mais peut-être un peu moins celle de ce jour religieux. Pour plus d'éclaircissement, nous sommes avec l'archevêque de Monaco, dont vous parliez à l'instant, Christina. Monseigneur David, bonsoir. Bonsoir. Ce jeudi, nous célébrons la fête Dieu. Alors la question est peut-être un peu naïve, mais qu'est-ce que la fête Dieu, tout simplement ? C'est une fête qui semble connue, mais dont on ne connaît pas bien la signification. La fête Dieu, c'est une des appellations de cette fête. Le titre officiel, c'est la fête du corps et du sang du Christ. Donc c'est une fête de l'Eucharistie, qu'on appelle la fête Dieu, parce que c'est une fête qui a été très populaire et qui met en valeur un élément central de la foi catholique qui est l'Eucharistie. D'accord. Et c'est une fête qui a été instituée au XIIIe siècle. Comment a démarré cette fête ? Pourquoi on la célèbre maintenant à partir du XIIIe siècle ? C'est autour du XIIe, XIIIe siècle que grâce à une religieuse de Liège, en Belgique aujourd'hui, qui a eu des révélations du Seigneur, elle a compris qu'une fête supplémentaire pour mettre en valeur l'Eucharistie et la présence du Christ dans l'Eucharistie serait bienvenue. Et grâce au soutien d'évêques et du pape, cette fête, petit à petit, s'est étendue d'une manière étonnante dans toute l'Église catholique. Alors, toute l'Église catholique fête cette fête du corps et du sang du Christ, la fête Dieu, et les pays où ce jour n'est pas férié, comme la France et d'autres pays, c'est le dimanche qui suit qui est consacré à la célébration de cette fête. J'ai lu que l'on marche traditionnellement aussi sur des tapis de pétales de rose. Pourquoi ? Il faut d'abord préciser que la célébration centrale de la fête Dieu, c'est la célébration de la messe, de l'Eucharistie, et ce n'est qu'à l'issue de cette célébration eucharistique qu'est proposée une procession du Saint-Sacrement. Et pour honorer, je crois que c'est juste un geste d'estime, pour honorer et montrer notre affection et notre amour pour le Seigneur présent, que parfois et souvent des chemins de fleurs, de roses et peut-être d'autres fleurs selon les régions où on se trouve, sont dessinés sur le chemin, mais on peut aussi jeter des pétales de roses qui sans doute se réfèrent à des traditions du Moyen-Âge, quand on accueillait le seigneur du lieu ou le roi pour une visite. On voit ça dans les films ou les documentaires parfois, on jetait des pétales de roses pour manifester sa joie et l'honneur qu'on voulait rendre à la personne qu'on accueillait. Et quelles seront les célébrations ce jeudi à Monaco concrètement ? Alors nous reprenons une tradition bien ancrée en principauté avec la célébration de l'Eucharistie, célébration solennelle de l'Eucharistie que je présiderai à la cathédrale à 17h et dans le prolongement, nous sortirons tous de la cathédrale pour une procession qui nous conduira pour un premier temps de prière, une petite étape spirituelle devant le palais princier, et ensuite une deuxième étape devant la mairie, près de la chapelle de la Miséricorde, et pour conclure à ce moment-là, ce temps de joie et
et de foi que nous proposons et qui va animer de nouveau les rues du Rocher. Alors dans le calendrier, il y a quelques fêtes religieuses, Noël, la Pentecôte, l'Ascension, Pâques, etc., etc. Quelle est la place de la fête Dieu à vos yeux? Alors déjà, la fête Dieu a une place tout à fait variable, puisque la date même de la fête n'est pas une date fixe. Elle dépend de Pâques et elle se situe après la Pentecôte, après l'Ascension, après la fête de la Trinité que nous avons célébrée dimanche dernier. Et parmi les grands mystères qui sont le cœur de notre foi, il y a précisément la Sainte Trinité que nous avons fêtée dimanche et ce mystère de l'Eucharistie. Et il me semble que nous avons vraiment besoin du don de l'Esprit Saint reçu à la Pentecôte pour comprendre ce que peut-être nos intelligences ont du mal à saisir. La présence du Christ sauveur dans un petit morceau de pain, ça semble complètement décalé. Et bien justement, avec ce que nous avons déjà célébré le jour de la Pentecôte, le jour de la Trinité, nous pouvons humblement et avec confiance croire que le Christ est parmi nous dans son Eucharistie. Monseigneur David, merci de nous avoir éclairés sur cette fête que l'on célébrera là ce jeudi, la fête Dieu. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne fête. Littérature avec la Bourse de la Découverte. Comme chaque année, des médiathèques de la Côte d'Azur s'associent à la Fondation Prince-Pierre pour faire découvrir des primo-romanciers à leurs lecteurs. Les explications et présentations des livres dans ce reportage. Partager avec le plus grand nombre les ouvrages réalisés par les membres du conseil littéraire de la Fondation Prince-Pierre, telle est la volonté de ce rendez-vous qui est attendu avec impatience chaque année par les amoureux de la littérature. 5 romans cette année sont en compétition et viennent d'être présentés à la médiathèque de Monaco aux futurs lecteurs. Pour les bibliothécaires, mais aussi pour la Fondation, l'objectif principal c'est de faire lire, de faire découvrir des nouveaux auteurs et surtout d'arriver à ce point d'orgue qui est cette rencontre avec les auteurs, puisqu'ils sont invités par la Fondation à venir à Monaco. Et c'est toujours un moment très chaleureux où les lecteurs peuvent poser leurs questions directement aux auteurs. Et les auteurs sont vraiment toujours ravis de cette rencontre. Cet été, vous pourrez donc lire le dernier testament de Maurice Fickenstein de Sophie Delassène, La récitante de Marie-Ève Desplaces, Les chiens de faïence de Thomas Louis, Les enfants de Cadillac de François Noudelman et Une vie de rêve de Stéphanie Saint-Marc. En effet, en octobre prochain, le jury littéraire de la Fondation Prince-Pierre sélectionnera un lauréat. Et la veille de la cérémonie de remise des prix, nous aurons la chance ici à la bibliothèque Louis Notari de recevoir les 5 auteurs de ces premiers romans pour une rencontre avec leurs lecteurs. 5 ouvrages donc en lice pour cette bourse de la découverte édition 2022. Le lauréat sera dévoilé à l'occasion de la cérémonie de proclamation des prix de la Fondation le 11 octobre prochain à l'Opéra Garnier. Et nous y serons évidemment. Passons aux prévisions météorologiques. Jeudi, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée sera principalement ensoleillée. Le thermomètre affichera 21 degrés pour les minimales et 29 pour les maximales. L'eau de mer sera 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h46 et se couchera à 21h15. Demain, nous fêterons les Jean-François. Oui, ce sera la Saint Jean-François Régis, plus exactement un prêtre jésuite du XVIIe siècle que l'on appelait aussi le marcheur de Dieu. Newton Riviera, tel est le nom de la prochaine exposition du NMNM à la Villa Sauber à partir du 17 juin. Expo consacrée au célèbre photographe Helmut Newton et à la période de sa vie sur la Côte d'Azur, particulièrement à Monaco. Nous vous en reparlerons dès demain et ce sont en attendant des photos du jour signées Stéphane Dana. Ce journal est terminé, vous retrouverez jeudi ici même Émilie Rousseau à 19h. Quant à nous, on se revoit lundi. La suite de vos programmes sur Monaco Info. À très bientôt. Au revoir.